Très bien, super, magnifique. Allez, c'est parti. Bonjour. C'est moi Orson Welles. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute. Salut, c'est Nos Ciné, votre rendez-vous hebdo avec le cinéma qui cette semaine part sur les traces d'un mystère, une énigme qui ne cesse depuis 20 ans d'obséder les cinéphiles du monde entier. Je veux parler du cinéma de M. Night Shyamalan, porté au nu, foulé aux pieds, défendu par une poignée d'irréductibles, moqué, parodié, perdu parfois semble-t-il, mais en passe de reconquête avec son nouveau film The Visit qui sort ces jours-ci et nous offre l'occasion de rouvrir la boîte de Pandore en compagnie d'un duo d'experts en paranormal, Arnaud Bordas, salut Arnaud. Salut Thomas. Et David Honora, salut David. Salut. Et le public autour de nous ici autant qu'elle est. Nos Ciné épisode 22, c'est parti. Monde de merde. Pourquoi il a dit ça? C'est ce que je veux savoir. Après Avatar, le dernier maître de l'air, et After Earth, deux passages derrière la caméra sur des projets dont il n'était pas seigneur et maître, ce qui est pourtant sa marque de fabrique, M. Night Shyamalan revient avec un projet qui n'appartient qu'à lui. C'est The Visit, une comédie d'horreur, en tout cas c'est vendu comme tel, du bon vieux found footage des familles et de famille. Il en est question puisque le cœur de l'histoire, c'est la visite, d'où le titre d'un duo d'enfants chez des grands-parents qu'ils n'ont jamais vus et qui sont un tout petit peu chelous. Would you mind getting inside the oven to clean it? Nos deux amis autour de la table ont vu The Visit et qu'en ont-ils pensé, Arnaud? Écoute, pour moi personnellement, c'est une catastrophe. Ah, d'accord, ça part bien, c'est cool. Ouais, c'est-à-dire, bon, il faut le mettre en perspective aussi dans le parcours de Shyamalan, mais par exemple, quand tu dis que ça n'appartient qu'à lui, je suis pas exactement d'accord. C'est vrai que le scénar a été écrit par lui tout seul, quoi, il me semble. Mais tu as quand même la marque du producteur dessus, Jason Blum, avec sa boîte de production, la Blumhouse, qui est le producteur des Paranormal Activity, enfin tous ces found footage à 2 balles. Là. Et le film est un succès d'année direct de ça, quoi, parce que c'est le même système de production, ça a coûté très peu cher, 5 millions de dollars, je crois. Bon. Pour autant, ça pouvait être intéressant de voir quelqu'un comme Night Shyamalan, qui est habitué au blockbuster, à se glisser dans ce moule-là. Mais pour moi, il porte quand même la marque de fabrique du producteur, quoi. Ça reste un found footage à petit budget, quoi. Voilà. Après, qu'est-ce que fait Shyamalan avec ça? À mon sens, rien du tout, quoi. Moi, il y a un truc qui m'a plu dans le Shyamalan de la grande époque, c'est-à-dire pour moi celui de Sixième Sens, d'Incassable et de Signe, qui sont ces trois grands films, quoi. Quand on regarde l'image, on ne peut pas détourner les yeux parce qu'on a toujours l'impression qu'il va se passer quelque chose hors champ ou dans le cadre, mais il y a une tension comme ça continuelle, qu'elle soit d'ordre horrifique ou même purement dramatique, quoi. On sent toujours qu'il va se passer quelque chose, quoi. Il y a quelque chose de magnétique, quoi, dans ces films-là. Et bon, ça fait déjà un moment que c'est plus le cas. Mais alors là, ça atteint des sommets à ce niveau-là, quoi. Je veux dire, sans spoiler, mais vers la fin du film, il y a une scène où la petite fille, enfin l'adolescente, là, se retrouve dans la pièce avec un personnage, quoi. Je ne vais pas dire qui c'est, quoi, mais ceux qui verront le film verront la scène à peu près. Et c'est hallucinant cette scène parce qu'il ne se passe rien. On a l'impression qu'il n'a même pas écrit la scène et qu'il s'est dit on verra au tournage. Il fait faire un peu n'importe quoi à ses persos, on ne comprend pas trop ce qui se passe. Il y en a un qui met un drap sur la tête. Enfin voilà, quoi. Alors c'est vrai qu'il y a toujours eu chez Shyamalan un côté un peu risqué des scènes qui soient à la limite du ridicule. Depuis l'après-Signe, moi je trouve il y tombe régulièrement, quoi. Il y avait des scènes comme ça, enfin la scène où Mark Wahlberg dans Phénomène il parlait à la plante, quoi, des scènes On y reviendra. Voilà, où on éclate de rire, quoi. Et là il y a des scènes comme ça, enfin il y a une scène avec le gamin, une scène de tension qui débouche sur une découverte de couche culotte, quoi. J'essaie de pas trop spoiler non plus, mais là aussi c'est pareil, moi j'ai éclaté de rire. Il y a pas un moment les clichés du found footage à base de petits vieux qui arpentent des couloirs, tout y est, quoi, et on se dit mais moi, c'est ça. Pour résumer, à l'issue du film, je me suis dit, qu'est-ce qui a intéressé Shyamalan là-dedans, quoi. David, David, tu n'en peux plus, vas-y. Ouais. Bon, évidemment, je ne suis pas d'accord une seconde avec tout ce qui vient d'être dit, parce que, d'une part, je pense que le magnétisme est là, revient d'ailleurs, puisque effectivement, il a pu être absent de quelques-uns de ses précédents films. J'ai vu 2 fois le film, je l'ai vu une fois en projo presse, dans une ambiance un peu froide, on sentait qu'une partie des gens étaient venus là pour dire qu'est-ce qui nous a pondu encore.
Et je l'ai vu une deuxième fois en avant-première au Hall dans une salle pleine. Et je peux vous dire que les gens étaient à cran sur leur fauteuil et que le magnétisme fonctionne sur la salle. Ce qui est intéressant, c'est que donc il s'inscrit dans le genre du found footage, effectivement, des productions Blumhouse, etc. Mais déjà, sans trop spoiler, à proprement parler, ce n'est pas un found footage. C'est plutôt une forme de documentaire. Et surtout, ce n'est pas utiliser la forme du found footage comme un cache-misère esthétique. C'est d'ailleurs un des trucs qui est un peu improbable en fait dans le film, c'est que le film est un documentaire réalisé et monté par l'adolescente, personnage principal du film. Et tout est extrêmement bien filmé en fait. C'est ce qui est souvent un des problèmes du found footage, c'est que la caméra bouge tout le temps. C'est la chiquicane, on connaît les trucs, les grands trucs. C'est moche, etc. Là, elle fait les cadres, elle fait la lumière, le son est nickel, donc c'est en soi complètement improbable. Mais au moins, ça permet d'avoir un film quasi classique avec quand même cette notion hyper importante du fait que c'est une adolescente qui est en train de faire un film. Et donc déjà, ça, c'est une partie importante. Et je pense que c'est une partie c'est un des aspects qui intéresse le plus Shyamalan là-dedans. D'ailleurs, il arrive, pour moi, en un cut à la fin du film, à réussir un truc bouleversant, juste sur le montage et sur ce que ça raconte. Et c'est quand même pas si souvent qu'un cut peut provoquer l'émotion. Les larmes viennent en voyant ça. Et par ailleurs, la question de l'humour est quand même assez importante. Et ce que disait Arnaud sur les scènes ridicules, il y a dans tout le film un enchaînement en fait, de scènes angoissantes et de scènes de libération et presque de commentaires des gamins de ce qu'ils viennent de vivre. Et ça arrive à un moment, je peux pas raconter la scène parce que c'est quelque chose qui est un tel soulagement en fait, quand on le voit que toute la salle explose de rire. Les personnages à un moment se moquent de ce qu'ils viennent de vivre. Et donc le spectateur vient d'être hyper angoissé d'un truc et les personnages s'en moquent après. Donc il y a ce va-et-vient constant entre effectivement les clichés du genre. Et là, clairement, peut-être il en abuse. Donc c'est voilà, les vieux dégueulasses qui font des trucs super bizarres qui vomissent partout, etc. Et en même temps, il sait que ça crée à la fois de la gêne et parfois ça fait rire. Et ce que raconte le film, il y a deux sujets. C'est la peur de vieillir, et donc le rapport qu'on peut avoir avec nos grands-parents. C'est un truc intéressant. C'est un des films préférés récents de Shyamalan, c'est Amour de Haneke. Et ça pourrait presque être la version found footage de Amour de Haneke pour vous situer un peu. Et la deuxième chose, c'est que c'est un film sur le pardon et la capacité à ne pas garder de rancœur. C'est un film sur la famille comme tous les films de Shyamalan. Exactement. Et le point qui pour moi est vraiment formidable dans le film, c'est les deux gamins qui sont, je trouve, exceptionnel. C'est ce qui était bon chez Shyamalan et qui était un peu moins bon dans ses deux derniers films. Arnaud, très rapidement. Très rapidement, ouais, non, moi l'humour, ça n'a pas du tout fonctionné. L'humour autour des gamins, le garçon qui fait du rap. Enfin, je pense que c'est Shyamalan qui a du mal avec l'humour. Mais bon, bref, les personnages des enfants, moi, il m'a habitué à traiter dans ses grands films les personnages d'enfants avec une autre subtilité que avec ça. Mais bon, c'est pas ça que je voulais dire. Moi, ce que je voulais dire, c'était sur le traitement du genre found footage. Il y a un truc qui m'a frappé aussi, c'est qu'en allant voir ça, je me disais, voyons ce que va faire Shyamalan avec ça quand même, parce que même si j'ai pas d'estime pour ses films précédents, ça reste quand même un cinéaste, quoi. Et le truc qui m'a le plus frappé, c'est que, on va dire, sans spoiler non plus, mais dans le grand final paroxystique, il se heurte à l'écueil auquel tous les found footage sont heurtés, à part le seul qui a réussi à en faire quelque chose, c'est Rec. Mais c'est comment je filme ça, comment je justifie l'utilisation du found footage là-dedans. Et là, c'est pareil, c'est-à-dire on a effectivement un grand moment paroxystique, comme je dis, de tension, de violence, à l'intérieur duquel les personnages prennent les caméras, les reprennent, les posent, des trucs comme ça. Enfin, c'est incompréhensible. Ça, moi, c'est toujours le truc qui me fait sortir de ce genre-là, c'est quand on n'arrive pas à nous expliquer, à nous faire ressentir pourquoi le gars ou le personnage tient encore la caméra, quoi. The Visit, ça sort tout bientôt au cinéma, on l'a dit, et on continue. La carrière de M. Night Shyamalan, si j'étais mauvaise langue, pourrait se traduire par une trajectoire brisée, un démarrage en trombe à l'international avec Sixième Sens, puis le merveilleux Incassable, un des meilleurs films de super-héros jamais fait à mon goût, puis le sympathique Signe, puis le très très moyen Le Village, le complètement foireux La Jeune Fille de l'eau et le pompon de la pomponnette, le dramatiquement comique Phénomène. Just going to talk in a very positive manner.
giving off good vibes. We're just here to use the bathroom. And then we're just gonna leave. I hope that's okay. Voilà, Mark Wahlberg qui parle à une plante en plastique tout en jouant à peu près aussi mal qu'elle. J'avoue que moi j'en pleure encore de rire. 7 ans plus tard, j'ai énervé David avec mon résumé de la carrière de Shyamalan. J'ai pas parlé d'After Earth et d'Avatar, sinon je pense que tu serais parti. David, tu as le droit de répondre. Je pense qu'il y a pas mal de malentendus en fait avec Shyamalan. Faut quand même resituer le personnage. C'est un cinéaste hyper atypique à Hollywood qui a pas tout à fait commencé sa carrière parce que Sixième Sens c'est pas son premier film. Ouais, il y en a 2 avant. Il en a fait 2 avant qui sont un premier quasiment autoproduit, Praying with Anger en Inde où il joue le rôle principal. Faut vraiment pas s'infliger ça. Et une production Disney, un film pour enfants pas mal produit par les Weinstein qui s'appelle Wide Awake. Mais bon, les deux sont quasiment introuvables. Il a fait un démarrage réel de carrière avec Sixième Sens qui est sans commune mesure. C'est un film qui fait, je crois, quasiment 700 millions de dollars au box-office mondial. En France, c'est pas loin de 8 millions d'entrées. Il faut quand même resituer Sixième Sens. C'est un vrai phénomène de société. Exactement, c'est pas un film tout public, donc taper 8 millions d'entrées, c'est quand même assez incroyable. Et il se retrouve du coup avec, on va dire, les pleins pouvoirs à Hollywood. Il peut faire à peu près tout ce qu'il veut de la suite de sa carrière. On disait que c'était le nouveau Spielberg. Hein. Oui, ça a sans doute été un gros problème pour lui aussi. Exactement. Alors, on s'est dit, qui c'est ce mec ? Il y a un autre truc assez atypique, pour moi deux aspects très atypiques. C'est qu'il fait tous ses films chez lui à Philadelphie. Qui est quand même pas si commun que ça. Et la deuxième chose, c'est que il veut avoir le contrôle absolu sur tout ce qu'il fait. Tous ses films sont préparés longuement à l'avance et entièrement storyboardés. Et ça l'a amené, au bout d'un moment dans sa carrière, à ne plus trop savoir quoi faire. Et en fait, à mon sens, s'égarer au moment du Dernier Maître de l'air, puis d'After Earth, en fait, sur des productions sur lesquelles il ne peut plus avoir le contrôle. Là, c'est vrai blockbuster. Il y a trop de choses, voilà, et notamment le production design de After Earth est très raté. C'est quelque chose. Celui d'Avatar n'est pas très beau non plus. Celui d'Avatar non plus, voilà. Donc voilà, et je pense que c'est un cinéaste qui a fait des films qu'il faut en fait revoir à tête reposée, revoir hors contexte. Et notamment parce qu'en fait le succès de Sixième Sens a été tellement énorme que la manière dont on a commencé dont les gens ont vu les films après Sixième Sens est très pollué par ce qu'on attend de lui en fait. Or, il faut revoir effectivement Incassable comme un film de super-héros. Il faut revoir Signe, ne serait-ce que pour la photo fantastique de Fujimoto. Il faut revoir Le Village parce que c'est un film sur l'après 11 septembre et sur la manière dont en fait l'amour est plus fort que la peur. Et c'est un film extrêmement optimiste et qui en plus est bercé par les violons de James Newton Howard, qui est à mon avis une des plus belles BO de tous les temps. Faut revoir La jeune fille de l'eau comme un conte pour enfants, et pas comme un film de Shyamalan à twist, parce que sinon effectivement on peut trouver le truc ridicule. Et Phénomène. Alors Phénomène, c'est un film très particulier, c'est qu'il est arrivé à un moment, je pense que c'est un type qui est très, très orgueilleux, un peu mégalo. Il a pris vraiment une grosse douche froide avec La jeune fille de l'eau, dont personne ne voulait au moment où il a voulu le produire. Il est parti, il était à Touchstone, le studio indépendant de Disney à l'époque, et donc il s'est entre guillemets fâché. Il est parti pour faire quand même La jeune fille de l'eau. Ça a été un four public, critique, etc. Et avec Phénomène, pour moi, il se dit ok, ça vous a pas plu, j'ai voulu faire autre chose, j'ai voulu faire un conte pour enfants, ça vous a pas plu, je vais vous refaire du Shyamalan, mais du Shyamalan bien tapé, du Shyamalan avec une vieille sorcière dégueulasse qui fait peur et tout. Et des plantes et tout. Après, moi, il y a aussi c'est ce dont on parlait tout à l'heure, c'est que je pense que c'est un type qui a de l'humour, qui a un humour peut-être un peu naïf, un peu particulier, mais je pense que la scène de la plante, il perçoit c'est une vraie scène d'humour. Et pour moi, il y a énormément d'ironie dans ce film, et ne serait-ce que le cast de Mark Wahlberg en prof de science, c'est une putain d'ironie, quoi. Et je pense qu'il est dans cette démarche-là sur ce film, ce qui le rend pas très aimable. Arnaud. Ouais, moi, ce que je pense dans sa carrière, parce que là, tu viens de parler de La jeune fille de l'eau, mais je pense que la grosse cassure, en fait, c'est Incassable.
sans mauvais jeu de mots. Mais parce que, en gros, c'est effectivement le succès astronomique du Sixième Sens, les louanges de tout le monde et tout, on le traitait de génie, de nouveau Spielberg, tout ça. Et Incassable sort à l'époque et se fait déchirer la gueule, quoi. Je veux dire, à l'époque, on s'en souvient peut-être plus trop maintenant, mais à l'époque, le film a été vécu comme un affront de la part de tout le public du Sixième Sens qui comprenait rien, qui disait qu'est-ce que c'est que ce truc. Enfin, le film a été considéré comme un échec, à tel point que ça devait être une trilogie à la base, il l'avait conçu comme trilogie. Il en reparle de temps en temps assez régulièrement, de revenir. Bon, je pense que il ne faudrait pas qu'il le fasse là maintenant. Mais donc voilà, c'est un grand projet qui a été tué par sa réception. Et Shyamalan l'a super mal vécu, quoi. Et alors à partir de là, bon, moi il y a encore Signe que j'aime beaucoup, mais je pense que c'est à partir du Village, le problème c'est qu'avant, il faisait un cinéma effectivement très contrôlé, enfin il a toujours fait un cinéma très contrôlé, mais qui ne visait qu'une chose, c'était à immerger le spectateur dans le spectacle qu'il lui proposait, quoi. À partir du Village, on commence à voir poindre une certaine instrumentalisation, moi je trouve, de son cinéma, et qui débouche sur ces films ont une conscience d'eux-mêmes qui finit par donner des grands moments de ridicule ou des moments totalement hors sujet. Enfin, moi, je me souviens le passage sur le critique joué par Bob Balaban dans La jeune fille de l'eau, où on se dit, mais bon, ok, il veut régler son compte avec les critiques, mais pourquoi dans ce film-là, pourquoi là, pourquoi comme ça, et voilà, quoi. Donc, après, il y a la dernière partie de sa carrière, moi, je trouve, même s'il a écrit The Visit, mais qui est le dernier maître de l'air. After Earth et The Visit, où on a l'impression qu'il se dit ok, bon ben je vais faire du cinéma, je vais me couler dans le moule du blockbuster pour enfants ou du fan footage, et puis vas-y, je fais des trucs cyniques et des machins. Enfin, moi je n'arrive plus à retrouver la croyance, la foi inébranlable que je trouve qu'il y a dans des films comme Signe, comme Incassable et comme Sixième Sens. Alors, je pense qu'il y a quand même une nouvelle cassure avec The Visit, notamment. Déjà parce qu'il reprend la main sur l'histoire. Il reprend la main sur l'histoire, il fait un film beaucoup plus modeste et du coup moins risqué. C'est 5 millions de budget, il a fait plus de 25 millions de dollars au premier week-end US, donc en fait ça va être un succès. Et ça permet, à mon avis, à mon sens, de relancer sa carrière. C'est aussi un retour critique, en tout cas aux États-Unis pour le moment, qui est plutôt. Il y a plutôt positif. des bons échos, ouais. Donc pour moi, c'est le début de son retour et c'est plutôt cool en tout cas, je trouve. La filmographie de M. Night Shyamalan, on la retrouve en DVD, en VOD sans trop de problèmes et on y prend, vous avez compris, ce que l'on veut. Pour finir, c'est la tradition dans nos ciné, les recommandations de nos chroniqueurs, très très rapidement, une petite minute chacun, pour convaincre, on essaie de rester dans le thème Shyamalan et associé Arnaud. Alors moi c'était quelque chose que je trouve d'assez révélateur sur le personnage par défaut, quoi, mais c'est un documentaire qui s'appelle David va m'aider, j'ai un trou. Le secret enfoui de... Le secret enfoui de M. Night Shyamalan, et alors qu'il y a en même temps un documentaire sur M. Night Shyamalan, mais un documentaire qui a été fait pour la promo du... C'est un mockumentary. Ça avait été lancé à l'époque du Village, je crois, oui. et c'est sorti seulement au moment de... Sur Sci-Fi. Sur Sci-Fi, mais au moment du Village ou un peu après, je crois. Un peu après. Ouais, voilà. Et c'était un documentaire qui prétendait présenter un secret qui expliquait la vie de M. Night Shyamalan sur son enfance. Bon, je spoil pas, vous verrez le documentaire si vous voulez, il est assez facilement visible, je crois. Mais qui en même temps est une énorme blague, en fait. Voilà, c'est une blague, c'est un mockumentary, quoi, comme on dit, mais qui était un truc commandé par le studio. Et qui a fait une sorte un peu de flop, quoi, qui a été quand même diffusé alors que tout le monde était au courant, qui était donc fait avec l'aval du studio. Et quand on regarde ça, en fait, c'est assez triste, parce que je trouve que c'est assez représentatif de ce qu'était à l'époque en train de devenir la carrière de M. Night Shyamalan, c'est-à-dire de quelqu'un qui avait baissé les bras face, et puis qui avait vécu quelque chose qui l'avait poussé à se comporter comme ça, quoi. David, pour finir. Pour finir, donc je disais que c'était le début du retour de Shyamalan. Il a un autre projet qu'on peut découvrir en ce moment, c'est la série Wayward Pines, dont il a réalisé le premier épisode et il a produit en fait la série. Donc c'est pas totalement sa série, mais il y a en partie son empreinte dessus. C'est une série d'ailleurs dans le premier épisode dans lequel il ne fait pas démonstration vraiment de ses talents de réalisateur. Le pilote n'est pas extrêmement bien réalisé. L'ensemble de la série
voilà, une réalisation très télé qui est pas merveilleuse. En revanche, la série est pas mal du tout. Il faut pousser un peu, il faut aller au moins jusqu'au 5e épisode. C'est une série en 10 épisodes et le 5e est assez dingue. Enfin voilà, remet en question un peu tout ce qui a été dit dans la série. Au premier épisode, ça commence comme Lost, ça finit comme Under the Dome. On a l'impression qu'il se passe plein de trucs et ça ne s'arrête jamais. Voilà, faut voir Wayward Pines. Qui est dispo un peu sur Canal en ce moment, notamment sur Canal, effectivement. Merci beaucoup à tous les deux. Moi j'en profite d'ailleurs pour faire une petite reco aussi au passage, un petit bouquin en français qui s'appelle Contes de l'au-delà, le cinéma de M. Night Shyamalan, un livre collectif vraiment très intéressant auquel participe notre camarade David Honora. Merci donc à tous les deux, merci à Jules, à la technique autant qu'au public pour l'accueil. Prochain au ciné dans une semaine, on parlera de Sicario, le nouveau film de Denis Villeneuve. D'ici là, vous nous retrouvez un peu partout sur le net, SoundCloud, iTunes, Deezer, YouTube, Facebook, Twitter. On s'appelle Nos Ciné à chaque fois. N'hésitez pas à réécouter nos précédentes émissions sur Narcos, sur NWA, sur Mad Max, sur Mission Impossible et laissez-nous des petits messages, ça nous fait toujours plaisir. En attendant, on vous dit à la semaine prochaine. Salut à tous, c'est Jean Z. No Game, le podcast jeux vidéo, c'est tous les mercredis sur iTunes, SoundCloud, Deezer, YouTube, Facebook et Twitter. À la semaine prochaine.